Le Petén, une terre oubliée depuis des siècles au cœur de l'Amérique centrale. Le Petén, c'était le pays des Mayas. Sur cette terre devenue inculte et hostile est née l'une des plus fascinantes civilisations anciennes. Mais mystérieusement, bien avant l'arrivée des conquistadors, le monde maya s'est évanoui. Les immenses cités se sont endormies sous la végétation. Pendant 1000 ans, il ne s'est plus rien passé. Le Petén est devenu un endroit déserté. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que cette civilisation sorte de l'oubli. Les archéologues sont arrivés, ils étaient américains, anglais ou français. Plus récemment, les terres vierges ont attiré des hommes et des femmes. Ils étaient guatémaltèques, indiens pour la plupart. Ils sont venus pour défricher et tenter de se construire un présent. Quelques autres guatémaltèques, comme Miguel, ont voulu participer à cette remontée du temps et cherchent à décrypter le passé. Miguel a commencé comme terrassier sur les chantiers de fouilles archéologiques. Et puis, il a étudié, passionné par l'histoire de son pays, de sa terre. Je suis un descendant des Mayas. Au Guatemala, il y a 24 groupes ethniques qui sont issus des Mayas. Il y a très longtemps, les Mayas qui ont abandonné ces grandes cités, c'étaient les familles royales, les gouvernants. Et le mystère, encore actuel, c'est la raison de leur départ et la disparition de cette civilisation. Mais le peuple n'a pas disparu pour autant. Aujourd'hui, le peuple indien représente presque les 2 tiers de la population du Guatemala. Et nous, les Indiens, nous sommes les descendants des Mayas. Entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, le Petén couvre le tiers du Guatemala. C'est la plus grande forêt tropicale de l'Amérique centrale, la 2e du continent après la forêt amazonienne. Pourtant, à certaines périodes, l'eau manque cruellement dans cette région sauvage. C'est pas trop difficile de vivre dans la jungle? Oui, c'est difficile de vivre dans la jungle. Surtout pendant l'été qui est très long. Et quand l'eau devient rare. Souvent, dans les campements de bûcherons, ils utilisent cette eau de liane pour mouiller la farine de maïs et pour faire les tortillas. Le problème, c'est qu'il faut vite couper la liane et boire, sinon elle se vide tout de suite. C'est une bonne eau, elle est très saine. Don Luis est un peteñeros. Il est arrivé ici il y a une vingtaine d'années. Comme beaucoup d'autres paysans, il a quitté les hauts plateaux du Guatemala pour venir tenter sa chance sur cette terre où la chaleur et l'humidité imposent leurs lois. Carmelita, un village assiégé par la jungle, ou plutôt une communauté comme on dit dans le Petén. Carmelita est le point de passage obligé pour tous ceux qui veulent aller plus au nord. Mais à partir d'ici, le seul moyen de continuer, c'est de marcher. Ce matin, Miguel l'archéologue et les arrieros repartent en expédition au plus profond de la jungle. Avec eux, il y a les gardes chargés de la surveillance des sites archéologiques. On a d'abord 2 jours de marche pour arriver au premier site, qui s'appelle Nagbe. Je vais accompagner les arrieros, qui conduisent les gardes chargés de la surveillance des sites archéologiques. Je profite de cette caravane parce qu'il y a beaucoup de sites et d'édifices à repérer dans la jungle.
Dans l'immensité de cette jungle, de très nombreux sites sont encore abandonnés, ensevelis. D'autres sont découverts, étudiés et partiellement restaurés. Loin des quelques lieux offerts au regard des visiteurs, une grande partie de cette région est, aujourd'hui encore, difficilement accessible. Seuls, quelques aventuriers pénètrent dans la jungle du Petén. Des passionnés qui veulent plonger dans le temps pour faire parler les pierres, ou bien encore des bûcherons, des trafiquants d'animaux ou de pièces archéologiques. Ils ont creusé un peu partout par ici. Ça, c'est un tunnel qui a été fait par des huacheros. Ici, on appelle huacheros les personnes qui font des fouilles clandestines et profanent les tombes dans la jungle. Des tranchées comme celle-là, il y en a des milliers, à travers toute la forêt, à travers toute la région maya. Lorsqu'ils repèrent une tombe, ils creusent et ils sortent tout ce qu'ils trouvent. Des céramiques, des jades et des coquillages. Tous ces objets qui ont aujourd'hui une très grande valeur. Ces dernières années, des collectionneurs privés de nombreux pays sont venus acheter. Ils viennent dans les grandes villes et sont en relation avec les vendeurs, qui ont créé un véritable réseau. Sur cette terre du Petén, les Mayas ont bâti une société très avancée. Ils ont développé toute leur richesse autour de la culture du maïs et ont construit des cités monumentales. Mais surtout, ils ont imaginé toute une science du temps. Ils ont élaboré une écriture, inventé le zéro et utilisé les mathématiques. Leur calendrier allait encore plus loin que le millénaire. Alors que l'Occident n'était pas encore rentré dans le Moyen-Âge, loin de nous, un rameau de l'humanité maîtrisait déjà la connaissance du mouvement des astres et des planètes. Le cycle complet d'une civilisation a ainsi rayonné sur cette partie du monde, avant que le temps ne finisse par l'enfermer dans l'oubli. Au bout de 50 km et 2 jours de marche, la caravane arrive au site de Nagbé, un site presque totalement enseveli. Nagbé est un des sites mayas du Petén qui contient, peut-être, une partie du mystère. Ce mystère toujours inexpliqué. Depuis longtemps, beaucoup de spécialistes sont venus pour effectuer des recherches et pour essayer de trouver une réponse. Mais pour l'instant, le mystère maya reste entier. Ce que l'on voit devant nous ressemble à une simple colline naturelle. Mais en fait, il y a là-dessous de nombreux édifices, construits les uns sur les autres. Nagbé est considéré comme l'un des plus anciens sites de tout le Petén. Imaginons l'Europe qui, au lendemain du siècle des cathédrales, serait redevenue une simple terre de forêts et de marécages, absorbée par la spirale du temps. Pour l'instant, les fouilles archéologiques de Nagbé sont arrêtées. Demain, Miguel et les arrieros poursuivront leur expédition sur la piste des ancêtres. Les 4 gardes vont rester là 24 jours pour surveiller des pierres millénaires. Mais leur présence risque d'être bien peu dissuasive si les trafiquants décident de fouiller pour leur propre compte. Lorsqu'il faut nourrir les bêtes, Rudy, l'arrieros, est obligé de grimper à la cime des arbres. Sur le sol, il n'y a rien à manger. Dans la jungle,
les branches de ramon constituent la seule alimentation des mules et des chevaux. Chaque jour, il faut décoiffer un arbre. À 20 mètres au-dessus du sol, cette opération peut s'avérer dangereuse. Un faux mouvement et il pourrait glisser ou bien encore couper sa propre corde d'un coup de machette mal ajusté. Ça peut arriver de couper la corde ou de glisser. L'année dernière, il y a eu 3 accidents dans mon village, presque dans le même mois. L'un d'eux est resté invalide, et les 2 autres ont eu les bras et les jambes cassés. Mais le premier, il est handicapé pour le reste de sa vie. Cette civilisation maya a commencé 2700 ans avant Jésus-Christ et elle s'est développée jusque vers 900 après Jésus-Christ. Et puis, peu à peu, ils ont abandonné toutes ces grandes cités. Des cités de plus de 100 000 habitants, à cette époque, se sont vidées. C'est ça le mystère. Tous les commerçants, toute la population a abandonné ces grandes villes. Quelle est la raison? Quelle est la cause de la fuite des Mayas? Où sont-ils partis? C'est ça qui est énigmatique. Il existe de nombreuses théories, comme le manque d'eau, la guerre, les maladies, les cataclysmes et beaucoup d'autres hypothèses. Mais aujourd'hui encore, on ne connaît pas avec certitude la raison de la disparition du monde maya. Dans la mythologie maya, les dieux avaient donné naissance aux hommes de maïs. Aujourd'hui encore, le maïs représente l'essence de la vie pour les habitants du Petén. Mais les systèmes d'irrigation inventés par les Mayas ont totalement disparu. La culture du maïs est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'il y a 1000 ans. Le Petén d'aujourd'hui est un endroit où le dérisoire se serait accouplé avec l'utopie, un lieu où les espoirs se travestissent en désillusions. Lorsqu'il ne cultive pas son champ de maïs ou de haricots, Don Luis parcourt la jungle. Toujours à la recherche de quelque chose pour nourrir un peu mieux sa famille. Comme tous les peteñeros, Don Luis est paysan, chasseur de miel et glaneur de fruits sauvages. Longtemps désertée, cette région est devenue le nouvel espace des défricheurs. Mais la terre promise ne réussit guère à ses descendants des Mayas. Pour ce miel, j'ai marché 12 kilomètres. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup.
C'est vrai, la faune disparaît, et les abeilles aussi, à cause de la destruction de la forêt. C'est à cause de tout ça que la déforestation est un vrai péril. Avant, on trouvait des essaims beaucoup plus près, mais aujourd'hui, il faut aller de plus en plus loin. Alors, c'est bon? Bon, on va le garder, et vous pourrez en manger demain. Tous les ans, au mois de mai, c'est le même spectacle de désolation. Avant l'arrivée des pluies, tous les paysans du Petén brûlent de nouvelles parcelles de forêt pour planter le maïs de la prochaine saison. Toute la région se couvre alors d'un voile de fumée. Pour Don Luis, comme pour tous les Peteñeros, c'est la seule solution. Ils n'ont pas d'autre moyen pour défricher que de brûler la forêt par petits bouts. Ce bois-là, c'est de la broussaille. Ça n'a aucune utilité pour nous. On ne peut rien en faire. Alors que les arbres, on essaie de les protéger. Si on brûle ce coin de jungle, c'est d'abord pour préparer le terrain que l'on va cultiver. C'est un moyen de nettoyer les espaces avant de planter le maïs. Et l'autre raison, c'est parce qu'il y a des insectes. Ce sont des sortes de petits grillons qui s'attaquent aux jeunes pousses lorsqu'elles ont cette taille. Et si on n'agit pas, il n'y aura pas de récolte. Nous, avec le feu, on fertilise la terre. Mais avec le feu aussi, on se débarrasse de tous les parasites. Pour détruire ces insectes, les hommes génèrent un autre fléau, encore plus menaçant peut-être. Le poumon de l'Amérique centrale est rongé par une multitude de petites taches noires. Mais même avec l'aide du feu et beaucoup d'efforts, le Petén n'est que le mirage d'une terre cultivable. La terre n'est pas bonne. Au bout de 4 ou 5 ans, il faut brûler à nouveau un peu plus loin. Et lorsqu'elles ne sont plus cultivées, les terres permettront aux grands éleveurs d'installer leurs troupeaux. Inexorablement, les arbres disparaissent du paysage. Le Petén se transforme en savane, mais les hommes de maïs ne feront pas forcément de bons gauchos. Ressurgis partiellement de la jungle, les vestiges de la splendeur maya rappellent aux paysans d'aujourd'hui que le Petén a été une région prospère. Bien avant d'être une forêt, le Petén était une immense plaine cultivée. Mais c'était il y a si longtemps. Dans le labyrinthe de son histoire, Miguel ne peut qu'entrouvrir l'énorme porte d'un monde enfermé. L'émergence, l'épanouissement et surtout le déclin de cette civilisation restent toujours une énigme. Ces temples ont d'abord été construits afin de se rapprocher du ciel, afin de se rapprocher des dieux. Ils avaient de multiples fonctions, comme les cérémonies à caractère religieux ou l'observation astronomique. Et puis, c'était le lieu où étaient organisées toutes les cérémonies officielles du roi et de la reine.
C'est pour cette raison que les temples devaient s'élever au-dessus des collines et de la cime des arbres. C'était ça les fonctions principales de tous ces temples. La région qui constitue le Petén a été peuplée par des milliers et des milliers de gens. Ce qui est surprenant, ce qui nous étonne toujours, c'est la manière dont cette civilisation a travaillé. Combien de personnes a-t-il fallu pour édifier ne serait-ce qu'un temple? Quelle technique employait-il? Ils n'utilisaient pas le métal, ils ne connaissaient pas la roue, ils n'avaient pas d'animaux de trait. Tout était fait à la main, à dos d'homme et avec la main de l'homme. Tout cela pour ériger des temples immenses, des temples dont certains font plus de 65 mètres de haut. Les carrières de pierre n'étaient pas sur place. Ils devaient tout transporter de très loin. Imaginez-vous combien de personnes ont été nécessaires uniquement pour la construction. Terre brûlée, saison sèche interminable. L'équilibre climatique semble fragile dans cette partie du monde. Et c'est peut-être ça, l'une des clés du mystère maya. Plus de 1000 ans après la disparition de cette civilisation, il reste encore quelques poussières de croyances auxquelles se rattachent leurs descendants. Chacun a sa propre relation avec les dieux. Et dans les croyances des Mayas, l'homme s'élève par son esprit et par son cœur. Tu dois agir selon tes propres convictions, selon les idéaux que tu partages. Et donc, nous devons poursuivre la route de notre vie malgré tous les caprices du temps et des saisons. Ici, le climat se joue de nous. L'hiver est perturbé, l'été est perturbé. Tout ça à cause de la destruction de la forêt. Mais enfin, nous devons continuer à préparer nos terres. Seulement, on ne peut pas prédire le jour où la pluie viendra. Au début de leur histoire, les Mayas effectuaient des autosacrifices. Les dignitaires, c'est-à-dire la famille royale, s'automutilaient. Et puis, avec le temps, ça a changé. Ils ont effectué des sacrifices humains, puis des sacrifices d'animaux. De toute évidence, le sacrifice était essentiel à leur croyance. Les Mayas édifiaient des temples pour se rapprocher des esprits célestes. Aujourd'hui, les paysans du Petén se tournent vers les dieux en se réfugiant dans des grottes. Secrètement, ils perpétuent l'héritage de leurs ancêtres et ils appellent la pluie par des prières métissées de christianisme et de chamanisme.